Bonsoir à toutes et à tous, chronique numéro 28. Dans cette chronique, je vais essayer de traiter un petit peu la conception, je dirais, euh, généralisée, une sorte de vulgarisation de la pensée des pères fondateurs ou des théoriciens marxistes qui ont effectivement, je dirais, fait évoluer la pensée de Marx à travers, je dirais, la conception politique, économique et également surtout leur point de vue sur ce qu'il en est, entre guillemets, du concept de la guerre. Alors pour faire court, je vais déjà parler de Marx, pour essayer de définir, de désenclaver un point d'ancrage, pour bien comprendre ce que Marx avait comme vision sur la notion de guerre, et donc le fondateur du marxisme, en l'occurrence Karl Marx, et bien entendu sans oublier son fidèle camarade Friedrich Engels, introduisent plusieurs révolutions dans la science économique, je dirais par une critique en règle de l'économie politique. Et cela, j'aborderai la problématique sur, je dirais, sur deux approches ou deux manières. Donc, il change de point de vue des entrepreneurs et des sociétés capitalistes aux travailleurs eux-mêmes et d'autre part introduisent la manière de penser de l'économie dans un système global qui bien entendu comprend tous les secteurs de la société. Ils assignent à toute guerre des causes économiques, voire exclusivement économiques pour ce qu'il en est de l'époque. Bien, nous pouvons considérer que ces guerres provoquent eux-mêmes des phénomènes économiques. Friedrich Engels précise dans le rôle de la violence dans l'histoire qu'elle est déterminée par l'état économique. Karl Marx, dans les luttes des classes en France, comme dans plusieurs endroits du capital, considère les guerres non pas seulement dans leur aspect interétatique, mais aussi dans leur fondement, voire même dans l'infrastructure économique et sociale. Bref, les antagonismes de classe sont à l'origine non seulement de la lutte des classes, qui peuvent être armées, des guerres dites civiles, donc, mais également des guerres entre les différents États. Le capitalisme, selon une formule maintenant célèbre, porte la guerre comme la nuée porte l'orage, mais dans l'œuvre de ces deux pères fondateurs, il n'existe pas d'analyse complète des guerres en tant que facteur économique et de l'économie en tant que facteur de guerre. Les guerres, ou la guerre plus précisément, est beaucoup plus analysée dans ses aspects stratégiques et tactiques, ce qu'on pourrait préciser comme étant la problématique de guerre entre classes, et dans un aspect économique. Alors, ces auteurs écrivent avant les deux guerres mondiales et avant la guerre qui soit définitivement une affaire de production militaire, les complexes militaro-industriels dont discutent leurs successeurs n'existent pas encore à proprement parler. Bon. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup encore de travail à faire pour redynamiser, redonner, je dirais, une nouvelle analyse pour brièvement être continuateur émérite, je dirais, de la pensée préhistorique, parce que le mot serait un peu fort, mais la pensée de base élaborée par Marx et Engels. Bon, pour ce qu'il en est également de Rosa Luxembourg, qui insiste dans ses cours d'économie, et plus précisément dans un de ses ouvrages de l'accumulation du capital. Par contre, sur le besoin qu'a l'économie capitaliste de territoires qui sont étrangers au mode de production capitaliste pour écouter ces produits invendables, enfin, pour les vendre, bref, pour les écouler sur le marché intérieur, faute pour l'immense majorité des consommateurs potentiels, donc à l'époque la
classe ouvrière d'avoir les moyens de les acheter, les États capitalistes entrèrent donc en guerre pour la possession des colonies et le système capitaliste lui-même s'écroulera inévitablement dans cette lutte sans merci. Sans cette extension, le capitalisme est condamné par la baisse de son taux de profit et l'impérialisme apparaît donc comme un développement, quasiment un achèvement du capitalisme. Je vous renvoie effectivement à l'ouvrage de Lénine concernant cette affaire. Bon. Nous avons aussi également un autre penseur qui se prétend du marxisme, qui se nomme Karl Kautsky, dans un exemple d'un livre d'ouvrage qu'il a, je dirais, écrit, s'intitulant Der Imperialismus, va plus loin contre la tendance à ne voir pour les rivalités impérialistes l'agressivité des puissances ou des grandes puissances et leur rivalité en matière d'armement aussi bien que leur militarisme. Il ne retient que le mouvement de concentration capitaliste en monopole et plus encore la rationalisation mondiale de l'économie capitaliste soumise, je dirais, au trust industriel et bancaire et aboutit à la notion d'ultra-impérialisme. Nous avons un autre penseur également, Boukharine, notamment dans l'économie mondiale et l'impérialisme, analyse le capitalisme de guerre. Alors, leurs termes sont, je dirais, leurs thèmes sont repris beaucoup par, je dirais, plus par les tendances libertaires et pacifistes que par la mouvance marxiste classiciste. Et dans la mouvance marxiste, c'est surtout, je dirais, la composante austro-hongroise qui donne naissance par ailleurs à l'école de Francfort par la suite, et qui donne des éléments plus développés, des outils un peu plus aiguisés sur les relations entre économie et fatalement la guerre. Alors, nous avons dans cette école-là Karl August Vogel et Fritz Steinberg, et ne pas oublier bien entendu Henrik Grossman, qui écrit beaucoup sur ces aspects. Par exemple, Fritz Steinberg analyse des aspects économiques de l'impérialisme, dans Der Imperialisme, et dans l'armée et la révolution industrielle de 1959, ou dans le conflit du siècle et socialisme à l'épreuve de l'histoire. Donc, on peut considérer que des travaux ont été élaborés sur l'évolution du capitalisme et en même temps, en parallèle, l'évolution des nations, avec cet outil leur permettant de pouvoir arriver à un empirisme organisateur. Ce ne serait pas juste de parler de tous ces théoriciens sans bien entendu traiter également de Lénine, qui se concentre surtout sur la notion d'impérialisme, et c'est son livre que je vous renvoie, qui s'intitule L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, qui est le point de départ essentiel de la pensée, je dirais, marxo-léniniste sur la guerre. Il reprend les thèses exposées par l'essayiste anglais Johnson Atkinson Hobson dans son livre Impérialisme de 1902. Ce dernier, à travers la description du mouvement impérialiste de la fin du XIXe siècle, montre comment les minorités cherchaient dans les conquêtes la possibilité de réaliser des super profits, ce qu'on appelle plus classiquement, avec un peu de barbarisme, le subprofit. Lénine pense que ce ne sont pas seulement des minorités qui opèrent, mais le capitalisme tout entier lui-même. Celui-ci parvient à son stade suprême, la phase qu'on pourrait qualifier de monopolistique. L'exportation de capitaux implique automatiquement la possession des zones d'influence d'impérialisme qui entend, je dirais, inévitablement en conflit armé. Alors l'impérialisme et le capitalisme, arrivés à un stade de développement où s'est affirmée la domination des monopoles et du capital financier, où par là même l'exportation des capitaux a acquis, je dirais, une importance de premier plan, où le partage du monde a commencé entre trusts internationaux, où s'est achevé,
je dirais, le partage de tout le territoire du globe entier des pays capitalistes que d'autres appelleront les pays de la trilatérale. Ce concept d'impérialisme est ensuite la base de la doctrine, je dirais, voulue par les penseurs stratégiques, des concepts de la problématique économique des États-Unis. Le renouvellement théorique du marxisme, initié dans les années 50 et 60 en Europe et aux États-Unis, est l'occasion de revenir à des analyses économiques de cet impérialisme. Ce renouvellement théorique qui s'effectue contre, je dirais, les mouvements sociaux, philo-sociaux, officiels, et en dehors également de la mouvance, je dirais, anachronique de ce qu'on pourrait appeler un socialisme plus ou moins national, et je dirais hostile à la notion d'impérialiste, qui prend pour point de départ la mondialisation du capital à travers la dépendance en inégal développement, la concentration oligopolistique de la production, la centralisation financière et l'hégémonie d'un supra-État. L'impulsion de cette réflexion vient d'ailleurs des États-Unis et des économistes comme par exemple Paul Sewitsy. Nous avons également Paul Abraham et Harry Magdoff et d'autres qui en tirent je dirais, les conclusions sur la leçon de la Grande Dépression, trouvant une issue dans l'industrie d'armement et les destructions de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir que, notamment, les travaux dans la revue de Monthly Review, fondée en 1949, s'illustrent par la tentation d'interpréter l'impérialisme comme consubstantiel au mode de production capitaliste. L'envolée des dépenses militaires américaines suscite de très nombreuses études sur l'origine, le fonctionnement et les effets de l'existence du complexe militaro-industriel. Nous pouvons considérer qu'aujourd'hui, l'approche de l'impérialisme mêle les aspects stratégiques aux aspects économiques de l'impérialisme. Dans des travaux théoriques portant sur l'ensemble de l'évolution capitaliste, nous pouvons définir sans attacher à un catéchisme absolument marxiste de pur jus, qu'il estime éloigné de la méthode originelle, de ce que Karl Marx a pu à un moment donné en traduire et à décortiquer les différents éléments de la production des richesses comme la répartition, tenant fortement compte de la place des dépenses militaires et structurelles, à la suite des travaux. Par exemple, je vous renvoie les travaux importants de Samir Amin sur l'impérialisme et l'accumulation à l'échelle mondiale à partir des années 70. Nous avons aussi un autre penseur contemporain assez intéressant, Charles Albert Michalet, qui traite également de cette question sur le capitalisme mondial et dont de nombreuses études insistent sur l'internationalisation des économies et la formation d'un système, bref, d'une économie mondiale. À l'intérieur, bien entendu, duquel les rivalités étatiques s'expriment toujours et dont, finalement, au fond, la militarisation de l'économie constitue un thème récurrent dans ce genre d'études. C'est une des raisons pourquoi je dirais que la porte est grande ouverte et libre à nous de pouvoir en tirer des conclusions et essayer d'y apporter une nouvelle vision sur les défis que le capitalisme nous impose à tout à chacun. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique, à plus tard.